Bonjour, donc je vais essayer de vous parler assez simplement, enfin, pas théoriquement, pas juridiquement, je ne suis pas juriste, de ce qu'on appelle l'externalisation des politiques de migration et d'asile, en vous donnant d'abord une définition, qui n'est pas une définition si simple que ça à avoir, et ensuite en donnant des exemples en donnant l'historique depuis, en gros, les années 2000 jusqu'à maintenant, mais en remontant encore un peu avant dans le temps, parce que c'est une histoire qui est un peu plus longue que ce qu'on a l'habitude de croire. Bon, je commencerai quand même par vous dire deux mots sur ce que c'est que le GISTI et ce que c'est que le réseau Migre Europe, à moins que vous ne le sachiez tous et que ce ne soit pas la peine. Le GISTI, c'est le groupe d'information et de soutien des immigrés. C'est une association qui a été créée en 1972 par une bande de jeunes juges, hauts fonctionnaires, etc., qui sortaient de 68, plutôt animés d'un esprit gauchiste et qui ont voulu montrer que d'une part, les migrants avaient des droits, donc il fallait les faire respecter, mais que ces droits n'étaient pas tous de bons droits. Donc ils se sont... il et elle, il y avait quand même des femmes dans les membres fondateurs. Et le travail du GISTI, c'est de faire de la formation, de l'information, de publier des brochures, des gros manuels sur l'état des lois, aussi de faire du contentieux, qu'il y a un certain nombre d'arrêtés du Conseil d'État qui portent le nom d'arrêté GISTI, et d'intervenir dans plusieurs des domaines de ce qu'est le droit des étrangers qui, comme on peut le dire, d'une discipline policière et économique dans les années 45 est devenue maintenant une discipline académique. Parmi ces groupes, donc il y a un groupe sur le droit du travail, un groupe sur la santé, il y avait un groupe sur l'Europe, qui a disparu en 2002-2003 quand a été créé le réseau Migre Europe. Alors on était un certain nombre de différentes associations, j'en vois d'autres dans la salle, qui étions à Florence. Non, ça va pas? Ah, ça va là? Enfin, j'en sais rien. On était à Florence fin novembre 2002 pour le Forum social européen. C'est une époque d'ailleurs, enfin il faut le rappeler, ça n'est arrivé que 2 ans plus tard avec le Forum social de Londres, où la question des migrants, des migrations, des luttes de migrants, du droit des immigrés, des violences, etc., n'était pas un sujet de premier plan. C'était un sous-sujet de la grande thématique racisme. On s'est beaucoup battu par pas mal d'associations et de militants européens, et au FSE de Londres, c'est bon. Et quand on était donc à ce FSE à Florence, on a appris en novembre que Sarkozy, qui était le ministre de l'Intérieur, et son homologue anglais, dont j'oublie le nom, annonçaient la fermeture du centre de Sangatte. Sur le... Hein? Yes, David Blunkett, absolument. La fermeture du centre de Sangatte, bon, si on avait le temps, je pense que vous connaissez Sangatte aussi bien que moi, mieux même. Bon, mais on était tous beaucoup intervenus sur Sangatte, qui est une des formes de l'externalisation quand même, et qui l'est encore, puisqu'il y a des contrôles, des financements, etc. anglais là. Et on a tout de suite décidé justement de créer un réseau qui au départ a été un réseau européen et maintenant est un réseau euro-africain pour, un peu comme le GISTI, mais enfin, disséquer les politiques européennes et gouvernementales puisqu'il y a harmonisation, lancer des actions, lancer aussi du contentieux, faire des mobilisations et faire connaître les différents outils de cette politique migratoire européenne dont on pense et on dit depuis le début qu'elle constitue une guerre aux migrants. Alors, la première image que j'ai là, je vais vous la traduire parce que je n'ai pas trouvé mieux en français. Il y a 18 829 personnes qui ont perdu la vie en Méditerranée depuis le 3 octobre 2013. Chaque jour, 9 personnes sont victimes de la fermeture des frontières et arrêter le massacre est possible. Bon. C'est-à-dire que ces morts
par exemple aussi, en 2019, la proportion de boat people qui ont perdu la vie en Méditerranée a atteint un seuil de 14%, contre en moyenne 2% par rapport aux gens qui traversent, hein, par rapport à 2% au cours des dernières années. Et encore, ce pourcentage ne tient lieu que des morts recensées. Combien disparaissent, combien... c'est dû effectivement à l'utilisation de moyens aériens, de drones, pour surveiller les frontières maritimes. Aussi le fait que les opérations de secours en mer diminuent. Par exemple, la dernière opération militaire européenne qui s'appelle, si mes souvenirs sont bons, Triton, qui est une mission maritime, n'a pas d'avion. Elle n'a que des drones. Bon. Et chaque fois qu'il y a eu une mission comme Mare Nostrum qui faisait aussi du sauvetage, on s'est empressé de l'arrêter, de dire que c'était pas bien, c'était bien pour les passeurs, mais c'était mal pour les migrants. Donc tout ça, toutes ces morts sont la résultante de politiques qui ont pour objet de repérer les embarcations et les empêcher de s'approcher des côtes européennes. Et le plus en amont possible, avant même qu'elles ne pénètrent dans les eaux où le droit international s'appuierait. Donc ça s'inscrit, voilà, cette longue introduction pour dire que tout ça, la guerre aux migrants, etc., c'est le résultat de la stratégie d'externalisation. Alors c'est un terme qui est couramment utilisé dans les médias, mais pas dans le vocabulaire institutionnel, parce que dans le jargon, enfin dans la 9 langues européennes, on préfère parler de la dimension externe de l'asile et des migrations, qui est issue du programme de La Haye d'octobre 2004. Il est important de toujours essayer d'utiliser les mots vrais et de ne pas utiliser les euphémismes. Par exemple, on peut parler de centres de détention, de centres de rétention, etc. Nous, enfin, ça, c'est après dire telle et telle spécificité, tel et tel pays, une zone d'attente, etc. Et puis, ce n'est pas les mêmes noms ni les mêmes finalités selon les pays. Nous, on préfère parler de camps. On l'a dit assez vite, ça nous a valu des insultes. On a été obligé quand même de raconter qu'il y avait une différence entre camps d'extermination et camps de concentration qui existait depuis très longtemps, pendant la guerre des Bourgs, enfin bien avant. C'est la même histoire qui est arrivée il y a quelques mois à la jeune héroïne représentante américaine Alexandria Ocasio-Cortez, qui a dit que les camps à la frontière américano-mexicaine étaient des camps de concentration. Alors, les mêmes choses qu'on nous a dit à nous, avec bien entendu toutes ces sottises qui consistent à dire vous crachez à la figure des victimes de la Shoah, enfin, ou des victimes du Rwanda, enfin, bon, et du coup, on avait écrit, nous, un texte en 2002 ou 2004, je ne sais plus, qui s'appelle « Pourquoi le mot camp ?» ou « Derrière le mot camp ?» et qui est sur le site de Migre-Europe, oui.migreeurope sans e.org, et on l'a traduit en anglais et on l'a envoyé avec une petite intro à Alexandria Ocasio-Cortez pour lui dire qu'on était solidaires et qu'il y avait des choses qui, par-delà les époques et par-delà les continents, il y avait des parties de combat communs. Donc il faut parler des camps, il faut parler de guerre aux migrants, enfin tout un tas d'autres choses. L'externalisation, c'est un euphémisme qui apparaît à peu près en 90 dans la sphère économique, mais pour moderniser les vieilles pratiques de sous-traitance. Hein, les vieux usages de la sous-traitance s'adaptent à l'économie mondialisée. Il faudra donc à ce moment-là neutraliser les salariés, empêcher l'application de normes autres que minimales et envoyer les usines, par exemple les usines de construction automobile, dans des pays où d'une part les luttes seront moins visibles depuis le pays d'origine de l'industrie et seront peut-être plus difficiles. Ça sera peut-être plus difficile de mettre en œuvre toute forme de lutte et toute forme de revendication. Donc, dans le domaine des politiques d'asile et d'immigration, l'externalisation suit une quadruple logique. Il s'agit de donc délocaliser, sous-traiter.
On nous parlait ce matin de l'entreprise G4S, qui d'abord l'Australie, maintenant la Grande-Bretagne, aussi les États-Unis, sous-traitent une partie de la gestion de la construction des centres de détention. Privatiser, c'est-à-dire faire aussi gérer ça par des sociétés privées, et déresponsabiliser, sous-entendu, les États européens et leurs citoyens. C'est-à-dire que plus ça se passe loin, plus les violations des droits humains, les tortures, les morts, etc., se passent loin. Je veux dire, dans le désert, qui est-ce qui vous entend crier? Enfin, voilà. Et en corollaire de ces 4 buts, donc délocalisation, sous-traitance, privatisation et déresponsabilisation, il y a un corollaire qui est le business du contrôle des frontières. Ça génère des sommes absolument extraordinaires pour l'industrie privée, que ce soit l'armement, que ce soit la construction, que ce soit les systèmes informatiques, les bases de données, etc. J'aimerais beaucoup vous en parler longuement. Je vous donnerai juste deux références. Il y a d'une part un livre de Claire Rodier, qui est membre du GISTI, et qui a été la première présidente de Migre Europe, qui s'appelle Xénophobie Business, elle a découverte en 2012, et un rapport de Migre Europe qui traite du même sujet, mais qui a été mis à jour en 2016, qui s'appelle La détention des migrants dans l'Union européenne, un business florissant, sous-traitance et privatisation de l'enfermement des étrangers, et qui a été rédigé par Lydie Arbogast. Alors, l'externalisation, bon, elle existe depuis le début des années 2000. Je vous ferai un rapide historique. Il me reste combien de temps? J'ai déjà pris trop de temps. Bon. Elle s'est accélérée. Ah, tout va bien, il est bon, ça. En réaction de ce qu'on a appelé en 2015, alors encore un euphémisme, la crise des réfugiés. Il ne s'agit pas d'une crise, enfin bon. Et elle n'est pas imputable aux réfugiés, aux migrants, etc. J'aimerais bien vous parler aussi de est-ce qu'il y a une différence entre migrants et réfugiés, mais ça, on laissera. Vous inviterez Karine Lacoca un de ces jours, on parlera de ça très bien. Mais rapidement, c'est une crise des politiques d'asile et c'est une crise des réponses de l'asile. Et une crise, je suis désolée, mais toutes ces politiques, elles marchent aussi avec l'urgence. L'urgence, c'est bien, on dit ça y est, on est débordé, c'est épouvantable, il faut réagir tout de suite. Et on réagit tout de suite en faisant en général des mesures répressives, l'état d'urgence, qui vont se casser la gueule dans quelques mois, mais on s'en fout, on va recommencer. Parce que je suis désolée, par rapport à 2015, il y a de plus en plus de guerres dans le monde, sur tous les... Bon, dont certaines sont provoquées par les États... il y a 50 ans, j'aurais dit impérialiste. Maintenant, je pense que c'est un petit peu plus compliqué. C'est plus tellement les États. Mais, enfin, je veux dire, la guerre de Syrie, qui est monstrueuse, a été déclenchée en 2012. En 2015, on savait ce qui se passait. Les Afghans, c'est quoi? C'est depuis le début des années 80, non? Les Russes? 79. Puis les Américains, puis le bon. 79. Merci. Donc, arrêtons de parler d'urgence, enfin, sauf si c'est un enfumage. Et puis, de toute façon, il n'y a pas de péril migratoire, il n'y a pas de tsunami migratoire. Enfin, on sait que les migrants se déplacent essentiellement, même encore maintenant, bon, ça va peut-être changer aussi avec les migrants écologiques, mais ils se déplacent essentiellement entre les pays du Sud ou entre les pays moins développés, quoique la Chine, c'est peut-être plus développé. Entre 2000 et 2013, donc selon les estimations officielles, je suis désolée, je ne suis pas allée voir si c'était le HCR, l'ONU, etc. Ah oui, notamment celle de Frontex, était en moyenne inférieure à 150 000 par an. Et de toute façon, l'Union européenne n'accueille qu'une faible part des réfugiés dans le monde. On sait que le Liban, bon, même s'ils prennent maintenant des positions beaucoup plus fermes, la Turquie, qu'on n'aime pas du tout, mais enfin a eu jusqu'à 3 millions de Syriens, que maintenant ils veulent renvoyer dans des zones sûres en Syrie. En 2017, 17% des personnes obligées de fuir leur pays y étaient accueillies donc en Europe, contre 30% en Afrique subsaharienne et 26% au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Bon, donc tout ça n'est pas... Et d'après le HCR, donc les Nations Unies, 85% des réfugiés vivent dans des pays en développement. Voilà.
En même temps, l'Europe dépense énormément d'argent pour ça. Entre 2014 et 2016, elle aurait dépensé 17 milliards d'euros pour bloquer les arrivées. Donc une partie de cette somme a été investie dans l'externalisation des contrôles ou leur sous-traitance à des pays non européens. Et le reste, c'est l'industrie de là, c'est les contrats qui sont, y compris des contrats européens de recherche avec des organismes publics, hein, des universités qui font des bases de données, qui font des contrôles électroniques, qui font ils vont vous expliquer que c'est pour en savoir plus sur les bases de données objets qu'ils répondent aux appels d'offres européens. Donc, le marché européen de la sécurisation des frontières pourrait s'élever à 29 milliards d'euros en 2022. Bon, et puis j'essaierai d'arriver à vous parler un peu du détournement des fonds européens qui vont justement dans l'externalisation. Donc il y a ces 4 points dont on a parlé, et il y a deux tendances principales qui ont pour point commun la mise à distance, y compris de ceux qui relèvent ou qui pourraient relever d'une protection internationale. Parce que tout ça est fait de façon à ce qu'on ne leur donne même pas la possibilité de les développer. Donc il y a reporter au-delà des frontières certaines procédures de contrôle et du traitement des demandes d'asile, ça c'est la délocalisation, enfin, qu'on peut appeler délocalisation, et puis faire endosser par des pays tiers la responsabilité qui incombe à l'Union européenne et à ses États membres du fait de ses engagements internationaux ou de ses propres règles, ce qu'on peut appeler sous-traitance ou déresponsabilisation. À cet égard, juste un petit truc, moi j'aime pas trop, enfin, quand on se contente de parler des valeurs européennes qui sont bafouées, moi ça m'énerve parce qu'en général, les gens qui disent il faut restaurer, relevons les valeurs européennes, c'est en général les gens que ce soit les États membres ou que ce soit tel ou tel commissaire, qui les ont piétinés. Hein. Et en général, les appels à restaurer les valeurs sont en général teintés de xénophobie, de choses comme ça. Donc, j'ai rien contre un certain nombre de valeurs, mais il faut toujours préciser que ça fait longtemps qu'elles sont en très très mauvais état et que c'est souvent, par exemple, il y a eu une initiative du HCR au début des années 2000 pour, partant du principe pas idiot que la Convention de Genève, qui datait de 1951 et du temps de la guerre froide, était un peu dépassée, a voulu faire autre chose et a lancé une initiative qui n'a pas duré très très longtemps, mais quand même, qui s'appelait Convention Plus, que mes camarades du GISTI appelaient Convention Plus pour moins de protection. Donc c'est vraiment ceux-là même qui sont supposés être gardiens des droits, etc. Là-dedans, il y a bon, donc l'externalisation, elle a plein d'armes. Hein. Il y a les visas, il y a les différentes politiques, il y a les contrôles passerelles, il y a les camps, bien entendu, et il y a Frontex, l'agence Frontex qui a été fondée en 2005 ou 2004, je ne sais plus. 2004. Merci. Et qui a changé de nom en 2016 et s'appelle Agence européenne de garde frontières et de garde-côtes. Comme on avait dit dans un rapport dans un communiqué de presse de 2009, de 2013, donc c'était pour surveiller les frontières de l'Union européenne, et dans ce communiqué, il y avait une phrase que j'aime beaucoup qui dit « Surveiller n'est pas veiller sur ». Et de toute façon, maintenant, Frontex, on sait que les bateaux de Frontex qui sont parmi les seuls autorisés en Méditerranée, de temps en temps, enfin assez souvent, essaient d'esquiver les zones où il peut y avoir des bateaux à la dérive. Financièrement, c'est une très très belle affaire. À l'origine, Frontex avait un budget de 6 millions d'euros. Il était de 320 millions en 2018 et devrait arriver à 1,3 milliard pour 2019-2020, soit une augmentation de plus de 6000% en à peine 12 ans. Et à l'horizon 2027, 11,3 milliards d'euros. Bon. Alors, pour financer tout ça, effectivement, bon, c'est les budgets des différentes commissions, mais il y a aussi le fait, j'en parlerai un peu plus tard, quand on parlera du processus de Khartoum et du sommet de la Valette, qui a été créé entre 2014 et 2015,
un fonds fiduciaire d'urgence en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique, qui, loin de s'occuper du développement, ne donne des fonds que pour militariser et blinder les frontières et enfermer. Bon, au départ, pareil, donc en 2015, au sommet de la Valette, 2 milliards d'euros. Et c'était centré sur ce qu'on appelle la route de la Méditerranée centrale, c'est-à-dire Libye, Tunisie, jusqu'à vers Lampedusa. À la fin de l'année 2018, 4,3 milliards d'euros. Il concerne les pays de la région du Sahel et du lac Tchad, de la Corne et du nord de l'Afrique, dont la Libye. Et les pays qui sont prioritaires parmi ceux-là sont le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, l'Éthiopie, du fait de leur position stratégique en tant que pays de transit. Ce fameux FFUA est abondé à 80% par le Fonds européen de développement, qui fait tout. Oui, ben c'est formidable. Qui fait tout sauf s'occuper de développement. Et de toute façon, on sait bien que les politiques de développement, enfin, depuis, ça a été, la preuve en a été faite par les. Comment il s'appelait ce connard qui était au cabinet de. Je parle à Gérard Salic qui doit savoir ça. Qui était au cabinet de Chevènement en 97, qui ne gérait que par le développement. Bon, enfin, il y a eu plusieurs. Hein? Il y en avait beaucoup. Il y avait Didier Reski, il y avait. Non, mais c'était un autre. C'était le penseur, c'était un universitaire. Et il y a eu énormément d'études de terrain qui ont été faites pour montrer que le développement, ça ne donne jamais rien. Bon. Non. Je crois même qu'il avait un nom maghrébin. C'est pas Smaïl Lacher, mais allez, trouve-moi ça. Bon. Bon. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une histoire ancienne. Hein, les deux formes, qu'il s'agisse de la forme sous-traitance ou de la forme de la forme délocalisation ou de la forme sous-traitance. Ce sont des choses qui ne sont ni nouvelles ni propres à la gestion des flux migratoires. Flux, voilà, encore un terme qu'il vaut mieux ne pas utiliser parce que flux, ça déshumanise totalement les gens et on a l'impression de quelque chose qui coule qu'on peut fermer ou ouvrir à l'aide d'un. Hein? Sami Nahir, yes. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. À la moitié du temps, oh ça va, il ne reste plus que 10 pages. Donc, la délocalisation, en 1986, le gouvernement danois veut instaurer des centres de traitement régionaux gérés par les Nations Unies pour ceux qui auraient franchi illégalement les frontières. Ça reste lettre morte. En 1994, aux Pays-Bas, il y a un projet de centre de traitement dans les régions d'origine à proximité des pays de départ. Ça n'a pas marché non plus. Il faut peut-être se souvenir que le ministre de l'Intérieur des Pays-Bas à l'époque, Ruud Lubbers, est devenu ensuite au commissaire aux Nations Unies au moment justement de Convention Plus. Les USA ont Guantanamo, hein, enfin enferment des gens soit à Guantanamo, qui est donc sur Cuba, ou sur l'île de Cuba, ou bien dans des bateaux qui sont près des côtes jamaïcaines, pour, entre 91 et 95, enfermer les boat people haïtiens pour pré-traitement de leurs demandes. Et assez récemment, on a vu réapparaître le concept de camp flottant qu'on allait remettre. Bon. Et tout ça, ça vise non seulement les migrants illégaux, mais ceux qui ont déjà obtenu une protection internationale et qui arrivent et qui... alors, le modèle le plus abouti de l'externalisation violente, brutale, meurtrière, etc., c'est l'Australie qui, depuis le début des années 2000, a un programme qui s'appelle la Pacific Solution, qui n'a rien à voir avec la solution pacifique, mais la solution du Pacifique. C'est-à-dire qu'après avoir enfermé les migrants qui arrivaient dans des camps absolument épouvantables pour une durée indéterminée, dont l'un qui était au centre de l'Australie, qui s'appelait Woomera, qui était à 1000 km, je crois, de la ville la plus proche.
ils ont inventé la Pacific Solution pour qu'ils ne puissent même pas... Enfin, les bateaux soient directement emmenés dans des républiques bananières du Pacifique, comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Christmas Island, où l'île de Nauru, qui elle n'a même pas besoin que dans ce camp, c'est une île de 12 km², qui est à 8000 km des côtes australiennes, qui est un récif corallien, donc on n'a besoin ni de chiens, ni de barbelés, ni de quoi que ce soit, hein, ni de miradors. Et les gens, ils crèvent, ils sont privés de soins, enfin bon, etc. Et au moment où, justement, on arrive à ça, en 2003, arrive l'idée de l'externalisation en Europe. Le Premier ministre australien de l'époque, dont j'ai oublié le nom, vous le savez sans doute, a fait une tournée triomphale dans tous les pays européens pour vendre la Pacific Solution. Alors, en 2003, il y a un projet de Tony Blair, qui était alors le Premier ministre anglais, qui se manifeste dans une lettre à Kostas Simitis, qui était à l'époque le commissaire, le président de la Commission européenne, et en disant on va faire des centres, des camps externalisés sous gestion européenne, des centres de transit et de traitement dans les régions traversées, c'est-à-dire en général plus en Europe, où sont enfermés les illégaux pour procéder à l'examen. On parle de l'Albanie et de la Bulgarie et de la Roumanie qui, à cette époque, en 2003, ne sont pas encore membres de l'Union européenne. Bon, ce projet est écarté au sommet de Séville, mais il n'est pas abandonné. On va dire qu'on va le reporter à plus tard. Ça a vu le jour par la suite par un projet italo-allemand en 2004. Villepin, qui était ministre de l'Intérieur en 2004. Merci Gérard. Parlait de points d'accueil en Afrique du Nord pour les faux réfugiés, oui, on aime bien les faux aussi, qui coûteraient beaucoup moins cher parce que du coup, les renvoyer dans leur pays, ça se ferait par car et pas par avion. Je n'ai pas la citation exacte, mais bon. En mars 2015, donc, on réactive le projet Blair avec une gestion par le HCR et par l'IOM, ou l'OIM, enfin bon. Donc, ce qu'il faut faire là, c'est protéger, soi-disant protéger au plus près des régions d'origine et mettre en œuvre ce qu'on appelle aussi, toujours dans le jargon européen, le partage des responsabilités, qu'on appelle aussi beaucoup moins élégamment le partage du fardeau, le burden sharing. Ça, c'est le terme de la Convention de Genève, le fardeau. Bah, la Convention de Genève, bon, oui, peut-être. Oui, oui, oui. Ah bon, je ne savais pas, bah, merci. Et il faut, ce qu'on a dit, enfin, il est supposé, l'Europe est supposée accueillir toute la misère du monde, comme disait l'autre. Donc il s'agit de répartir la charge de la demande d'asile dans des pays qui sont choisis dans leur situation géographique, c'est-à-dire de passage. Et il y a des pays qu'on choisit tout particulièrement, comme le Maroc, qui reçoit énormément d'argent, comme la Turquie, on parlera tout à l'heure du... Il ne faut pas parler d'accord parce que ce n'est pas un accord. Qu'est-ce qu'on peut dire? Une déclaration de Turquie, ouais. Et en 90, la présidence autrichienne, en 98, propose de réorganiser les systèmes d'asile et veut tarir les sources de départ. Donc, à ce moment-là, ce qu'on appelait avant, j'aimerais bien vous en parler parce que moi je ne suis pas du tout d'accord, ce qu'on appelait l'Europe forteresse, qui est un slogan qui a eu énormément de succès, mais que je trouve idiot, mais enfin bon, c'est pas grave. Mais ça a marché, et puis ça correspond quand même à un certain nombre de choses. L'Europe forteresse, ça fait place à 4 cercles concentriques. Au milieu, il y a l'Europe de Schengen. Autour, il y a l'Europe centrale et orientale qui, si ces pays veulent intégrer l'Europe, ils doivent se conformer à ce qu'on appelle l'acquis de Schengen, c'est-à-dire respecter, enfin, faire la même chose. La Pologne, si elle veut entrer, au moment où elle voulait rentrer dans l'Union européenne, a dû installer les mêmes choses qu'avait installé l'Allemagne à sa frontière avec l'Europe, c'est-à-dire des contrôles, des camps, etc.
Et puis, il y a aussi, alors j'ai 1, 2, 3, l'ex-URSS, la Turquie, le Maghreb, envers lesquels on augmente les aides financières pour augmenter alors, leur capacité démocratique, ce qu'on appelle la capacity building, pas la possibilité, la capacité à construire des choses belles, démocratiques, etc. Et puis enfin, au Moyen-Orient et en Afrique, il s'agit de procéder à la réduction des forces centrifuges, ce qui, d'une façon moins élégante, se dit qu'ils restent donc chez eux. Bon. Ça n'a pas vraiment marché, ce projet autrichien, mais ça reste dans les têtes et ça s'est égrené depuis dans plein de projets. Par exemple, en 2018, après le premier sommet de crise toujours, après la première affaire de l'Aquarius, il y a eu un accord sur des plateformes de débarquement hors de l'UE pour des boat people qui traversaient la Méditerranée. Et la Commission a produit immédiatement, à une vitesse absolument redoutable, enfin une semaine, je crois, ce qu'ils ont appelé des concept papers pour explorer les différentes solutions de pouvoir faire ces plateformes par, comment tu dis, l'OMI, Gérard, l'OIM et le HCR. Comme s'il était naturel que des solutions non européennes viennent s'occuper de régler des conflits aigus causés par l'attitude des pays européens et en général de l'Italie. Enfin, à ce moment-là, en 2018, c'était essentiellement l'Italie qui ne voulait pas. Les pays de Visegrad non plus, mais bon. Les pays du Maghreb n'en ont pas voulu, donc ça, on l'a abandonné. Il y a une façon aussi de verrouiller les voies d'accès. La politique des visas, la surveillance des frontières, les interceptions maritimes, Frontex, l'interdiction des ports, comme on l'a vu en Italie depuis 2015. Donc, dans ce contexte, il ne s'agit pas de solidarité, mais de se défausser de sa responsabilité et de ses principes fondateurs et des différents grands textes qu'elle a signés. Il s'agit aussi de contourner le droit international, c'est-à-dire la Convention de Genève. Par exemple, avec le concept de pays sûr, qui est arrivé dès 90 quand il s'est agi d'harmoniser la politique d'asile parce qu'il n'y avait pas encore de politique commune. Un pays sûr, c'est un pays susceptible d'apporter les garanties nécessaires de protection internationale parmi les pays de transit. Et donc qui permet de déclarer irrecevable ou de traiter en procédure accélérée, qui est quand même une belle saloperie, les demandes de ceux qui sont passés par ces pays, même s'ils sont éligibles à la protection internationale. Le plus bel exemple est l'agrément UE, la déclaration UE-Turquie. Oui, donc l'idée de renforcer l'offre de protection dans les pays d'origine ne devrait pas être une alternative à l'accueil en Union européenne. Bon, en fait, on dit qu'il faut le partage des responsabilités, il faut la capacité de vivre. Il y a une autre alors, le pays sûr, ça n'existe pas en droit français, ne m'engueule pas Gérard si c'est passé depuis. Colomb a essayé de le mettre dans la loi du 10 septembre 2018, mais il y a un avis du Conseil d'État qui n'est pas public, mais qui l'a rejeté, mais enfin, on n'est pas garanti, parce qu'il y a un projet de règlement européen sur le sujet. Donc bon. Un autre exemple de contournement, c'est l'asile interne. Dans le code CESEDA, ça veut dire, vous le savez mieux que moi, hein, le code de l'entrée-séjour et du droit d'asile, des étrangers du droit d'asile, donc de 2003, qui vient de la directive européenne qu'on appelle qualification de 90, c'est-à-dire qu'on rejette la demande d'asile, même si les craintes de persécution au sens de la Convention de Genève sont fondées, si le demandeur d'asile peut accéder à la protection internationale sur une partie de son pays d'origine et s'il peut y accéder. C'est-à-dire, imaginez ce qui se passe en ce moment au Soudan, enfin dans énormément de pays africains. Il y a une petite poche dont on ne sait pas combien de temps elle va résister au milice Janjaweed, etc. Ben là, peut-être que... enfin bon.
Et ça n'est pas pratiqué en France, même si ça existe. Et là où c'est appliqué en Union européenne, l'examen des risques est extrêmement sommaire. Et c'est une vraie menace dans les pays où ça existe, parce que, où ces camps qui sont gérés par le HCR existent, parce que ces camps relèvent de l'asile. C'est une vraie menace parce que ces camps devraient relever de l'asile interne. Les menaces, il suffit de se rappeler de ce qui est arrivé à Srebrenica en 94-95, qui était protégé par un certain nombre de choses. Bon. C'est la même chose pour la réinstallation. Des réfugiés placés sous la protection du HCR dans des camps dans des pays de premier accueil. Est-ce que c'est de l'externalisation? Oui, parce qu'il s'agit moins de la nature juridique du dispositif de réinstallation que du contexte de la gestion migratoire. Il faut formaliser, il faut chiffrer, il faut des quotas. Voilà, on avait sorti un texte en 2006 qui s'appelait La réinstallation contre le droit d'asile. Je pourrais même vous le citer, mais bon, enfin, il est sur le site de Migr'Europe. Il est très bien. Donc, 2003, Dis-moi. 2 minutes? Oh ouais. Donc 2003, le projet de l'air. Si vous cherchez sur le site de Migr'Europe, il y a quand même tous ces historiques qui sont là. En 2004, à l'été 2004, il se passe un truc qui fait bouger, qui fait à la fois bouger les mobilisations et qui fait avancer l'externalisation. Un bateau qui s'appelle le Cap Anamour, qui est un bateau qui porte c'est un bateau qui existe depuis les années 80 et qui avait été créé par une association qui a pris le nom du bateau pour aller chercher les boat people vietnamiens. Ce bateau, un peu malhonnêtement, se plante en Méditerranée, pas loin des eaux italiennes, et recueille un bateau où il restait, je crois, 72 personnes, mais il y avait eu 19 morts avant qu'ils ne soient sauvés. Et là, pendant un mois, l'Italie et Malte se renvoient à la patate chaude en disant ils sont passés chez toi, non pas du tout, ils relèvent pas. Au bout d'un mois, le HCR Italie intervient, le pape intervient, donc ils sont autorisés à rentrer. Donc c'est pas tout à fait la même chose que ce qui est arrivé à Piacenza et Carola Rackete, mais enfin c'est assez analogue à ce qu'il y a une généalogie de capitaines qui ont volontairement, volontairement ou parce qu'ils étaient là, des capitaines de bateaux commerciaux aussi, se sont mis en bisbille avec les Italiens. Et donc, le bateau arrive, ils arrivent, je crois, à Agrigente, le bateau est mis sous séquestre, le capitaine est mis en prison, les migrants sont mis en centre de rétention, d'abord en Sicile et ensuite près de Rome, et tous sont pratiquement renvoyés chez eux après. Le bateau a eu l'interdiction d'accoster de nouveau, définitivement dans les ports italiens, et le capitaine a été libéré, mais enfin il a quand même passé du temps en prison. Et il lui a été interdit à lui aussi de conduire un bateau qui pourrait accoster dans les ports européens. Un mois plus tard, c'est un cargo norvégien qui s'appelle le Zuiderdiep qui sauve des migrants en danger. Là, c'est un cargo, c'est un peu plus difficile d'attaquer un cargo que, même encore maintenant, qu'un bateau d'une ONG. Et là, l'enfer se déchaîne. C'est-à-dire que... où est-ce que je l'ai là? Voilà, oui. Le ministre italien, qui devait être Giuseppe Pisano, et le ministre allemand, qui devait être Toshili, se mettent d'accord sur un projet d'établissement de camp en Afrique. En même temps, le ministre... Alors, 2004, c'est le moment où la Libye revient en grâce. Les différents embargos sont levés, tout le monde se précipite, parce que la Libye, qui a été hors de la communauté internationale depuis si longtemps, est un pays très riche et un pays à construire. Donc là, tout le monde se précipite, même qu'on a vu, ça a été moins heureux, se précipiter en Irak. Enfin là, c'est un Eldorado pour qui veut faire de l'argent. Et là, donc les alors oui,
il propose une véritable institution européenne qui recevrait et examinerait les demandes d'asile hors de l'Europe. Un certain nombre de pays européens disent que ça serait très très bien en Ukraine pour accueillir les demandeurs d'asile en provenance du Tchétchénie et du Caucase. Et sans attendre même que ça soit officiellement, mais là c'est vraiment le début, voilà, l'été 2004, hein, c'est le moment aussi, alors il y a des accords avec la Libye, et le commissaire Jaï, c'est-à-dire celui qui s'occupe des affaires de migration, qui était, si je ne m'abuse, Dimitris Avramopoulos, dit « c'est pas parce qu'on négocie avec des dictateurs qu'on est d'accord avec eux, et on a besoin d'eux ». C'est un peu ce que Juncker a dit à propos de la Turquie au moment de la signature de cet accord qui n'en est pas un. Il a dit arrêtons de chercher des poux dans la tête de M. Erdogan. Oui, il y a des problèmes de droits de l'homme en Turquie, mais si on attend qu'ils soient réglés, ça va prendre des années. Or, ce que nous voulons, c'est que, et là c'est mot pour mot, c'est que plus aucun réfugié, plus aucun migrant n'arrive en Europe en passant par la Turquie. Bon, c'est clair et net. Donc, ouais. Donc l'idée de l'externalisation est parfaitement intégrée dans les... Alors ensuite, dans les politiques européennes. Bon, ensuite, il y a une période qui va de 2004 à 2015, c'est-à-dire du processus de Rabat de 2005, qui est présenté comme un partenariat entre les pays d'origine, de transit et de destination des migrants, visant à apporter des réponses concrètes et appropriées à la question centrale de la maîtrise des flux migratoires. Maîtrise, c'est aussi un truc de logistique, enfin pas de logistique, mais... Et donc, il faut quand même réduire la pauvreté, mais et il faut mettre en œuvre l'article 13 de l'accord de Cotonou, c'est-à-dire l'accord entre l'UE et ce qu'on appelle les pays ACP, l'Afrique, Caraïbes et Pacifique, pour identifier les personnes migrantes en situation irrégulière, pour procéder à la réadmission et aux envois forcés. C'est encore la période bénie où, dans les accords bilatéraux, etc., il y a soi-disant des mesures pour la capacity building, soi-disant des mesures pour la construction d'hôpitaux, de ponts, etc. Mais il y a toujours un volet police, renforcement des frontières, et un volet accord de réadmission. C'est-à-dire que l'État en question s'engage à ce que lui soient renvoyés tous les migrants en situation irrégulière entrés en Europe, qui soient des nationaux de ces pays ou qui soient passés par là. Et bientôt fini, oui. Et donc la France a signé une dizaine d'accords de gestion concertée des flux migratoires et du développement. Ensuite, il y a, bon, plus loin, sur le modèle des accords UE-Libye, Italie-Libye de 2008. Ensuite, on a Khartoum et La Valette, donc qui font à peu près la même chose, mais c'est la Corne de l'Afrique, c'est pour gérer les routes migratoires en provenance de la Corne de l'Afrique. Donc il y a les 28 États membres, la Libye, l'Égypte, le Soudan, le Sud-Soudan, l'Éthiopie, l'Érythrée, le Djibouti, la Somalie, le Kenya et la Tunisie. Et bientôt, il y aura l'Érythrée, on sait que c'est un grand pays démocratique, et il y a aussi déjà un accord de partenariat avec le Soudan dont on ne sait pas très bien ce que ça va donner. Bon, il faut se concentrer sur un thème de grande urgence, d'après les Italiens, qui est la lutte contre le trafic des migrants et la traite. Et ensuite, on pourra parler de migration régulière, irrégulière, etc. Bon. C'est à ce moment-là, effectivement, donc en 2015, que Dimitris Avramopoulos dit non, on n'est pas d'accord avec eux, mais on a besoin d'eux. Et ensuite, le sommet de la Valette à Malte en novembre 2015, qui voit la création de ce fameux fonds fiduciaire d'urgence dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ensuite, donc le modèle, c'est le modèle dont ils rêvent tous à partir de Khartoum. Qu'est-ce que j'ai dit ? Non, Khartoum, oui, c'est ça. Rabat, Khartoum, La Valette, c'est de faire aussi bien que les accords Italie-Libye en 2008, et de faire aussi bien que ce qui a été décidé à La Valette. Et c'est fait, au miracle, le 18 mars 2016, par ce qu'on a appelé pompeusement l'accord UE-Turquie,
qui est tout sauf un accord. Je vais peut-être juste vous dire ça, et puis après on arrête. Hein. Parce qu'on pourrait parler de la Libye pendant des siècles. L'accord UE-Turquie, alors c'est pas un accord, justement. L'accord UE-Turquie, c'est la livraison de 6 milliards en 2 fois à la Turquie, qui depuis d'ailleurs commence à, justement avec la guerre, avec la Syrie, les différents jeux diplomatiques, des interventions militaires, veut renvoyer la majorité des Syriens qui sont en Turquie. Il faut que tous ceux qui arrivent dans les îles grecques, en étant passés par la Turquie, soient renvoyés en Turquie, enfin les Syriens, et que pour chaque qui sera renvoyé, on renvoie un... C'est ça, Gérard? On renvoie un... Il n'a pas écouté, Gérard. Si j'écoute, je me rends compte que je dis un peu des bêtises. C'est le meilleur spécialiste de l'asile en France. Bon, alors, alors... D'accord, 1 pour 1, c'est un Syrien qui est transféré des îles grecques vers la Turquie. Un Syrien est réinstallé dans l'Union européenne. Il y a aussi le programme d'accueil de 20 000 réfugiés. Ouais, c'est ça. Dire que j'ai écrit un très bon texte pour Migrants là-dessus, qui est sur Mediapart. J'ai travaillé mieux à l'époque, en 2000, fin 2015. Bon, non, juste pour dire, ça ne veut rien dire, cet accord, parce qu'il y a le pseudo-accord UE-Turquie, qui est une violation caractérisée de la Convention de Genève. Parce qu'il y a un certain nombre d'associations qui ont saisi différentes instances européennes pour violation des droits de l'homme. Et la Commission dit, mais pas du tout. C'est pas un accord, c'est de la communication politique. Il y a eu une réunion, vous vous souvenez peut-être encore, il y a des photos de Hollande absolument ravi, serrant la main de Davutoglu, qui était le Premier ministre ou le ministre de l'Intérieur. Ouais, c'est 4 associations espagnoles qui saisissent la Commission. Et la Commission estime que non, c'est pas... de toute façon, que ce qui se passe dans la réalité, c'est pleinement reflété dans la communication qu'ils font chaque année sur les progrès, comme il y a pour chacun des accords. Et donc, l'accord n'étant pas un accord international, au sens de l'article 2018 du traité fondateur de l'Union européenne, une évaluation de l'impact de l'accord sur les droits de l'homme n'est pas nécessaire. Donc, il demande l'avis de la médiatrice européenne, et elle dit que l'aspect politique de l'accord n'exonère pas la Commission de sa responsabilité de veiller à ce que ses actions soient conformes aux engagements pris par l'UE en matière de droits fondamentaux. Elle estime que la Commission devrait faire davantage pour démontrer que sa mise en œuvre de l'accord vise à respecter les engagements de l'UE en matière de droits fondamentaux. Et elle clôt l'affaire en suggérant à la Commission de traiter plus explicitement les implications en matière de droits de l'homme dans ses futurs rapports sur l'accord. Donc, là, comme dans d'autres domaines, la normalité, c'est l'impunité. Bon, juste terminer, on ne peut pas terminer, enfin... Qu'est-ce qui vous fait rire, vous, là, les Nord-Fontiennes? Bon, j'avais plein d'autres choses à vous raconter, plein en détail sur... Mais bon, non, on ne peut quand même pas terminer en ne parlant pas des migrants. C'est-à-dire que... Attends, on n'a parlé que des Européens, là, du mal qu'ils faisaient. Non, mais quand même, c'est-à-dire que les migrants, ils sont vraiment des sujets. C'est-à-dire que l'acte même de migrer, c'est une forme de mobilisation qui est nouvelle, qui est radicale, qui se déjoue des frontières. Migrer, c'est un combat, franchir les frontières, traverser la mer, obtenir l'asile, s'organiser différemment, échanger, etc., accéder à des droits qui sont déniés. Exiger que sa parole soit entendue. Et migrer, c'est le droit au mouvement. Alors on peut dire la liberté de circulation, certains disent la liberté d'aller et de venir. Donc c'est à arpenter de nouveaux espaces et aussi à inventer de nouvelles temporalités. Donc la violence, elle s'exerce sur tout le parcours des migrants, mais il rencontre aussi les différentes solidarités. Donc, notre camarade Charles Hébert de Forensic Océanographie dit on pourrait imaginer une solidarité intégrée en faisant un pied de nez à l'Integrated Border Management, la gestion intégrée
les frontières. Bon. Et dernière chose, c'est que la frontière, c'est pas du tout... enfin, la frontière naturelle, ça n'existe pas, c'est un geste